How did this medieval town remain frozen in time for so many centuries? What makes walking through the streets here feel magical? Why does it spark our curiosity, capture our attention, and inspire those who visit? In this episode, we'll explore the history of Martel, France, located in the former French province of Quercy, and today in the Lot department, 100 miles east of Bordeaux and 100 miles southwest of Lyon. We'll break down its story into three essential chapters: the Middle Ages, the Industrial Era, and 2025. For today's trivia question, what does the name Martel signify in English? And if you know that answer, where else does it appear in French history? The medieval city center dates back from the 9th and 10th centuries. Looking at current maps of the town center clearly shows that it has hardly changed since the Middle Ages. Arising from the long-distance trading routes that crossed here, both from north to south and east to west, the town became a tight-knit commercial and urban zone starting as early as the 9th century, unchanged in its layout for nearly 1,000 years. In the town square, the late 18th century marketplace is the center of attention, and for good reason. Dans un premier temps, ça a été un petit nœud commercial sur la route qui amenait le sel nécessaire à l'élevage, depuis l'Atlantique jusque vers les terroirs d'élevage du Limousin et du Cantal. Ça a duré des alentours de 1050 jusqu'au début de la guerre de 100 ans. Et il en est resté une première enceinte qui isole un noyau de 350 mètres sur 200, c'est très réduit, c'est 4 ou 5 hectares au total, mais qui est celui d'une petite ville. Et ce noyau est toujours visible dans le plan, le tour de ville, l'ancienne enceinte qui a été détruite et remplacée par les boulevards autour aux alentours de 1750. Donc ça, c'est la première étape. Unlike many other towns in France, Martel grew in importance based on one thing: commerce. It founded itself placed along the routes of religious pilgrimage, primarily to sites such as Rocamadour, just 10 miles south. With no major military or strategic importance in its early days, historians have only a few documents from the centuries after it was founded. Clearly, however, its fortunes were built around one major commodity. Essential to agriculture and food storage, imported from Bordeaux and La Rochelle: salt. In the days before refrigeration, preserving fish, poultry, and pork was essential. They were luxury items, highly prized and valuable. To preserve them, salt became a necessity, available only through importation from the coastal regions. With the first traces of an urban zone dating from 1219, the town received its charter and became part of the Viscounts of Touraine, a French noble dynasty and principality that would endure almost until the French Revolution. Early historic records revealed that local customs were adopted to regulate the marketplace and fortify the town with the construction of ramparts. Its emblem reveals the significance of its name. This was the start of Martel's first golden age. The town grew and prospered, churches were established, fortunes were made. But this would not last. A series of conflicts between France and England resulted in all-out war, with the start of the 100 Years' War in 1337. Owing likely to foodborne illness or poor sanitation, Henry the Young, crowned as future King of England, died here in 1183. Having turned against his father, King Henry II, and younger brother, future King Richard the Lionheart, during what might be called adolescent rebellion at the age of 18, he joined a larger campaign to overthrow the English crown. When this ultimately failed, he attempted reconciliation with his father, gaining popularity with his participation in chivalry and tournaments. Remaining attached to France and the Limousin region, notably through his mother Eleanor of Aquitaine, and once again quarreling with the English crown, he joined a campaign to pillage monasteries and religious holdings in Rocamadour. Having contracted dysentery, he was brought to Martel,
where he was given last rites and died. The betrayal of his father eventually got the best of him. He was said to have died with remorse and repentance towards his family. It would be an ominous sign of things to come for Martel. He is entombed at the cathedral in Rouen. The treaties of Paris and Amiens in 1259 and 1279, respectively, had left Martel in an undefined territory. It was left to defend itself. Primarily controlled by the French, it was held by the English from 1360 to 1374. Cette période s'arrête en gros à la guerre de Cent Ans, qui a affecté la ville. Elle n'a pas été conquise par les Anglais, mais elle leur a été donnée au traité de Bretigny. Il y a eu une période d'une quinzaine d'années où la ville a été sous domination anglaise. As with all wars and conflicts, the fighting had a major impact on the town's fortunes. Commerce and trade suffered in the centuries after, owing also to the wars of religion in the 16th century, when the town was again raided by the Protestants. Nonetheless, until 1738, Martel retained its privileges as a protectorate of the Viscount of Turenne, allowing reduced taxes, often avoiding the devastating impact of la gabelle, a royal tax on salt, around which its early economy was based. It soon found itself again in an age of prosperity, owing less to trade than to regulation of trade. La seconde phase commence à la fin du XVe siècle, du XIVe siècle, le XVe siècle, et dure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le commerce joue un moins grand rôle, mais Martel devient le centre juridique d'une des parties de la vicomté de Turenne, une unité féodale qui avait la particularité d'être dans les frontières de la France, mais de ne pas appartenir au royaume. Becoming the center of the judiciary in the Principality of Touraine, administration, regulation, and justice became its primary functions. The population again grew prosperous. This came to an abrupt end when the Viscount of Turenne, finding himself in debt, sold the town to the French monarchy in 1738. The privileges that had allowed it to prosper quickly disappeared. The ramparts, having become obsolete, were pillaged for their stone and removed. Its houses and urban architecture, however, remained intact. The French Revolution overthrew centuries of tradition, and the town's deeply entrenched class system soon became a liability. In England, steam engines, railways, and factories were the wave of the future. Industrialization overtook European economies, but Martel remained firmly entrenched in its past. No major urbanization and no major population shifts occurred. No factories were built. This rural French town, seemingly lost in transition to a modern republic, remained essentially as it had been for centuries. With the development of railways across France, Martel missed its first opportunity to be located on the north-south line from Paris. Martel rate la révolution industrielle. La première usine digne de ce nom créée à Martel a été créée au moment où la France commence à se désindustrialiser. Elle a été créée dans les années 1990. Jusqu'alors, il y avait eu des essais de filature, de petites activités à la limite, mais pas d'industrie. Martel a raté également l'ère des chemins de fer en refusant d'être une station sur la première ligne de chemin de fer entre Paris et Toulouse, celle qui, à partir de Brive, allait en direction de Cap-de-Nac et d'Albi. Over 25 years later, in 1889, the line between Bordeaux and Aurillac was finally opened. It was competition for freight traffic along the Dordogne River Valley, with salt, livestock, and agricultural products being the main sources of revenue. Martel once again had the opportunity to find its place in a larger economy. La ligne qui a desservi Martel était une ligne qui allait de Bordeaux à Aurillac.
Ça a toujours été une ligne, au fond, qui ne desservait pas de ville importante. Elle suivait la vallée de la Dordogne. Elle n'a jamais eu un trafic très important, mais elle a subsisté jusqu'en 1978 ou 79. Elle a été fermée à ce moment-là. Grain prices plummeted in 1873, and grapes were hit with an insect parasite, grape phylloxera, heavily impacting wine and cognac production. But both truffles and lavender were grown around Martel. Starting in 1870, with nearby railways being completed, the market in Martel started to open up to Europe. Martel a été le plus gros marché de truffes en France durant une quarantaine d'années, de 1890 à 1930. On a expédié jusqu'à 20 tonnes par marché. C'était un marché tout à fait particulier parce qu'il ne se tenait pas sur la place du marché. Les agriculteurs arrivaient des communes voisines, surtout Martel produisait un peu de plus, mais c'était la commune de Cusance à l'ouest qui était la plus grosse productrice. Et ils allaient dans les cafés, à l'époque il y en avait une trentaine dans Martel, et ils s'installaient là avec leur panier de truffes. Et les courtiers en truffes, les mandataires des maisons qui transformaient la truffe, arrivaient par le train le matin et faisaient le tour de tous les cafés. Et entre 9h le matin et 4h, il ne se passait rien. Les gens s'informaient. Et puis là, les transactions commençaient. Et en 1 heure, tout était liquidé. De manière à ce que les truffes prennent le train qui repartait à 6h. Et donc le truffado. Mais le chemin de fer n'a pas été fait pour la truffe. Il se trouve qu'il a été en service à partir du début des années 1890, et c'est le moment où la production de truffes a éclaté. Alors à cela, il y a plusieurs raisons. On trouvait de la truffe, elle était connue, on l'expédiait mais par diligence. C'est-à-dire qu'on expédiait peut-être vers Paris 10-15 tonnes de truffes depuis le sud-ouest vers quelques familles riches au restaurant. Le chemin de fer a changé d'échelle. Et c'est le moment où le phylloxéra est arrivé. Et dans les friches laissées par les vignes abandonnées, les chênes qui poussaient se sont révélés des chênes truffiers très souvent. Et par conséquent, la production a explosé entre 1880 et 1890, et il y a eu ce cycle d'une quarantaine d'années qui a créé une certaine prospérité, et on parle dans la commune voisine des maisons de la truffe parce qu'il y a des familles dans lesquelles la vente de la truffe permettait en 2 ans de refaire complètement les bâtiments de la ferme. C'était donc un revenu important. Ça n'a pas bénéficié énormément à Martel parce que à la sortie du marché, ceux qui avaient bien vendu les truffes passaient chez les notaires, il y en avait 3 à l'époque je pense, et achetaient des titres du chemin de fer russe ou autre. Titres qui ont totalement perdu leur valeur. Donc ça a certainement aidé à la construction de quelques chemins de fer en Russie, mais ça n'a servi à rien pour le développement économique de la région. The First World War quickly brought everything to a halt. Many of the men involved in agriculture and production were sent to the front. Most of them did not return. With them, the secrets of truffle production were forever lost. La culture de la lavande s'est développée entre les 2 guerres mondiales, avec un pic dans les années 1930, et elle a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai des souvenirs il y avait une distillerie de lavande sous les murs, sous la 2e enceinte, celle du XIVe siècle. Et après qu'on ait cessé de distiller de la lavande, et durant une vingtaine d'années, le site sentait encore la lavande.
Et ici, c'était très artisanal. Les gens avaient 2 ou 3 hectares, donc ils n'étaient pas capables de fournir au prix. Et donc, ça a disparu. Alors, les gens essaient de le faire revivre, mais c'est un peu comme la truffe. Lavender production was later automated and exported to Eastern Europe. Martel could no longer compete. The markets collapsed. The railway was scrapped for steel, rebuilt only thanks to American rails, which were imported in 1919 and remain in place to this day. But even this attempt to revive the railway did not survive the 20th century. It was only through a local association, inviting tens of thousands of visitors every year to discover this amazing medieval place. In today's world, Martel holds its place as an important stop for visitors to the region, with larger sites nearby, like Padirac or Pont-Valentré. It features an original heritage railway, known as le chemin de fer touristique du Haut-Quercy. A longer documentary about the railway is available in another video on this channel. Today we'll stop in to talk to Association President Bertrand Lacarrière. Bertrand Lacarrière, je suis le président de l'association du chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Voilà, association qui a été créée en 1992. À l'heure actuelle, année après année, on a ouvert au public en 1997. Et l'an dernier, on a été à 120 000 voyageurs pour la saison. Donc on fait partie maintenant un peu des chemins de fer touristiques qui commencent à compter un petit peu. Nous sommes entrés cette année dans le club très restreint des chemins de fer touristiques qui ont 3 machines à vapeur en service. Et voilà, et donc nous avons une ligne de 7 km dans les falaises avec la vue sur la vallée de la Dordogne. On fait jusqu'à 6 trains par jour pour les jours d'affluence avec une circulation alternée à 2 machines, 2 rames, une qui arrive en gare pleine, une qui s'est remplie juste avant, qui part à l'instant même, et ainsi de suite sur la journée. L'année dernière, le record de fréquentation était de 2499 personnes, pour ne pas dire 2500 dans la même journée. Ça se passe assez bien avec une équipe soudée et contente de faire ce travail. Et d'ailleurs, on les en remercie à cette occasion-là parce que on a une bonne équipe. D'un point de vue technique, donc il y a 7 permanents à l'année et puis 12 à 13 de plus en haute saison. La ligne a été fermée dans les années 80. Assez vite, la voie a été déposée entre Souillac et Sarlat. Et donc, un certain nombre de personnes commençaient à réfléchir un peu en se disant c'est dommage, il faudrait faire quelque chose. Et puis ces personnes-là, il y avait je ne me souviens plus qui était la personne qui avait lancé un petit article, je crois, dans la Vie du Rail, en disant ça serait bien de faire quelque chose. Et puis ça s'est un peu agrégé derrière, un petit rendez-vous sur place, et puis ça y est, c'est parti. The town center is an enjoyable place to stroll around and pedestrian friendly. I also found the tourism office, local library, and history association to be particularly helpful, having spent an entire afternoon just getting to know them and talk about the town. Locally, lavender production has returned, albeit on a much smaller scale than historically. One local producer and shopkeeper at Lavandière took a few minutes to present her business. The shop name is a nice play on words. You'll have to figure it out if you go there. Je suis Madame Fromantaise, il était une fois la lavandière à Martel. Donc à Martel, il faut savoir qu'en 1922, il y a eu de la lavande, ça fait plus de 100 ans, jusqu'en 1984. Et depuis 2014, nous sommes plusieurs producteurs à reprendre cette culture. Notamment, avec mon mari, nous avons fait une culture de lavande comme à l'époque. Nous avons décidé de faire une petite production, 1 demi-hectare, de lavande fine que nous ramassons à la main. Comme vous pouvez voir ici, en fait, notre première récolte. Parce qu'à l'époque, les lotois, ils ramassaient qu'à la main, ils n'étaient pas mécanisés. Nous avons fait aussi le choix de l'entretenir avec notre jument de trait, une comtoise. Et maintenant, depuis 1 an, avec notre fils qui s'installe en tant qu'éleveur de brebis, comme vous pouvez le voir ici, où du coup, les brebis entretiennent très bien le champ de lavande, tout ce qui est au niveau des plantes, et la jument, tout ce qui est au niveau des pieds. La floraison se fait au mois de mai-juin et la récolte généralement se fait au mois de juillet et tout est fait à la main, aucune machine. Les produits phares au niveau de la lavande, nous, tout ce qu'on a c'est des huiles essentielles, les hydrolats,
Mais nous avons aussi des savons et nous faisons des bières à la lavande, une blonde, une blanche. Alors moi je suis partie sur aussi tout ce qui est alimentaire. Donc on a fait le choix justement de planter une lavande alimentaire. Et du coup je pars sur tout ce qui est pâtisserie, donc des meringues, des sablés, des cookies. Nous avons aussi cette année fait une limonade à la lavande. C'est notre produit phare de la nouvelle année. Et donc nous allons essayer de développer au maximum la lavande dans ces différents produits pour faire montrer aux gens que la lavande ce n'est pas que du cosmétique, ça peut être aussi de l'alimentaire. Et bien sûr une glace à la lavande avec notre lavande en sorbet parce que c'est beaucoup plus frais et plus agréable en pleine saison. The answer to today's trivia question: Martel in French means hammer in localized dialect, called un marteau in modern French. 3 of them can be seen on the town's emblem. However, the word has other meanings. Ne vous mettez pas Martel en tête, for example, translated loosely as don't fret over it. In the 8th century, Charles Martel was the prince of the Franks who gained victory over the Umayyad invasion of Aquitaine, stopping the Muslims from conquering the Frankish kingdom. His hammering of the Arab armies gave him his name and changed the course of European history. However, the town of Martel is not named after him. For more information and sources included in the video, take a look at the references in the description below. If you learned something new today, make sure to like and subscribe. Check out my other playlists about the history of the backroads places in France, the Knights Templar, the Roman Empire, the French Resistance, and a lot more. Until next time, merci et au revoir.